Bonjour chers élèves, je m'appelle Barfa Salou, professeur d'économie. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les conditions essentielles du développement, le chapitre 3. Sur ce, nous allons essayer de voir la première leçon de ce chapitre de ces conditions qu'on appelle les préalables pour un véritable développement. Mais avant, chers élèves, je voudrais vous demander quels sont les différents chapitres que vous avez abordés avant d'entamer le chapitre 3. Il y a d'abord le chapitre 1 qui parle sur la généralité à la notion du sous-développement. Et dans ce chapitre, vous avez vu entre autres les définitions du sous-développement, l'identification et les causes actuelles du sous-développement. Le chapitre 2, vous avez abordé les caractéristiques fondamentales du sous-développement, les caractéristiques dites économiques et les caractéristiques dites extra-économiques. Et vous constaterez que ces deux chapitres représentent les problèmes auxquels les pays en développement sont confrontés aujourd'hui. Pour sortir de ces difficultés, pour permettre à ces États, à ces nations, à ces pays du Sud de sortir du sous-développement, de ce carcan du sous-développement, il est important de déterminer les voies et moyens, les solutions, les remèdes que nous pouvons apporter pour permettre à ces pays-là d'aller vers le développement. D'où maintenant l'objet de ce cours-là, les conditions essentielles de développement. Et dans ces conditions de développement, il faut d'abord voir ce qu'on appelle conditions de développement. Les conditions essentielles du développement. On abrège C et 2. Alors, c'est quoi les conditions essentielles de développement? Mais avant de démontrer les conditions essentielles de développement, il est nécessaire d'abord de savoir ce qu'on appelle développement. Le mot développement. Alors, quand on dit développement, chers élèves, c'est quoi le développement, la notion du développement? Merci. Alors, le développement peut être défini comme étant la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc, combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Et ce développement-là, c'est que ça englobe aussi la croissance économique. Et cette croissance économique n'est qu'une augmentation durable et soutenue de l'activité économique. Alors, prenons ces conditions de développement-là, les conditions essentielles de développement. Quand on dit conditions de développement, les conditions de développement signifieraient quoi? Conditions essentielles de développement, ce sont des remèdes. Des remèdes. Les conditions de développement, ça peut être des solutions. Les conditions de développement, ça peut être aussi les voies et moyens. Les voies et moyens. Quelqu'un aussi peut dire c'est quoi? Oui, ça peut être les stratégies. Les stratégies. Donc on peut dire en un mot, les conditions essentielles de développement, ce sont des solutions ou ce sont des remèdes ou des voies et moyens que les pays en développement peuvent utiliser pour parvenir à un développement durable et soutenu. Donc ce sont des méthodes par lesquelles, en d'autres termes, que les pays du Sud se servent pour atteindre un développement durable et soutenu. C'est ça qu'on appelle les conditions de développement. Ces conditions de développement-là, on peut citer quelques-unes. Au nombre de ces conditions, nous avons quoi, par exemple? Oui, merci. Les conditions de développement,
les conditions essentielles de développement. Nous avons, entre autres, oui, nous avons les préalables. Les préalables à un développement véritable. En deuxième position, vous avez quoi? Vous avez la planification de l'économie nationale. La planification de l'économie nationale. Troisième condition, oui, nous avons ici la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources internes. Vous avez la quatrième condition, oui, c'est la coopération économique internationale. La coopération économique internationale. Et enfin, vous avez l'intégration économique. Vous avez l'intégration économique. Nous avons ces 5 conditions qu'il faut étudier. Donc, vous avez 5 conditions essentielles de développement inscrites dans le programme. Alors, nous allons essayer de s'appesantir sur la première condition qu'on appelle les préalables à un développement véritable. C'est pourquoi, aujourd'hui, la leçon de ce jour, c'est les préalables pour un développement véritable. Prenons grand A. Les préalables pour un développement véritable, qu'on peut noter par P, développement D, véritable ici V. Donc en PDV, les préalables pour un développement véritable. C'est quoi les préalables pour un développement véritable? Prenons d'abord le mot préalable. Préalable signifierait quoi? Le mot préalable. Préalable. Oui, merci. Préalable signifie préliminaire. Préalable signifie aussi quoi? Préalable signifie mesure a priori. Mesure a priori. Préalable signifie ici les bases. Préalable aussi signifie quoi? On peut utiliser, préalable signifie ici les prérequis. Les prérequis. Donc, par définition, on peut dire ici, les préalables à un développement véritable, c'est quoi? Oui, en tenant compte de ces mots-là, les préalables de développement véritable, c'est quoi? Ce sont des mesures préliminaires que les pays en développement doivent mettre en place pour amorcer le processus du développement tant souhaité. Donc, ce sont des mesures préliminaires que les pays du Sud doivent mettre en place pour amorcer le processus de développement véritable. Donc, après la définition des préalables pour un véritable développement, nous allons énumérer ces préalables. Fondamentalement, nous avons 2 types de préalables, 2 catégories de préalables. Mais avant de citer ces 2 types de préalables, sachez déjà quand on parle de mesures préalables, nous avons en toute première position l'indépendance politique. Parce que la souveraineté nationale, la liberté, l'autonomie est un facteur fondamental pour pouvoir asseoir toutes les autres bases. Raison pour laquelle, si vous avez les préalables là, à un développement véritable, ces préalables-là, vous avez 2. Vous avez 2 types de préalables. Vous avez l'existence et l'application des principes démocratiques. Vous avez ici la bonne gouvernance. Vous avez la bonne gouvernance. Vous avez les 2 principes. Vous avez les 2 préalables.
Prenons l'existence et l'application des principes démocratiques. Ici, si nous avons un ici, l'existence et l'application des principes démocratiques. Le terme qui sonne en première position ici, c'est la démocratie. Il faut que la démocratie existe. Alors, c'est quoi la démocratie? Depuis dans les basses classes, les classes antérieures, au collège, 10e, où vous avez vu ce qu'on appelle la démocratie. Oui, la démocratie vient de deux vocables grecs. Parce que quand vous avez démocratie, vous avez aujourd'hui le sens étymologique et vous avez ici le sens actuel du terme. Le sens étymologique, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, on peut dire ici, pouvoir du peuple. Démos et kratos. Sens actuel. La démocratie est vue par beaucoup d'observateurs comme étant un système politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté par l'entremise, par l'intermédiaire des élus lors des élections libres, transparentes et équitables. Donc, la démocratie est un système politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté par l'entremise des élus lors des élections libres, transparentes et équitables. Regardons quelques principes démocratiques qui existent. Alors, donc, nous allons évoquer l'existence de la démocratie et les principes démocratiques. Prenons quelques principes démocratiques. Alors, en matière de démocratie, quels sont les principes que vous avez entendus ou vous avez vus? Quels sont les principes fondamentaux de la démocratie? Oui, en premier lieu, vous avez ici la séparation des trois pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, régime démocratique, sont au nombre de trois. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Deuxième principe, vous avez quoi? Oui, la liberté. La liberté d'expression. La liberté d'opinion, etc. Vous avez aussi quel autre principe? Oui, vous avez ici l'alternance au pouvoir. L'alternance au pouvoir. L'alternance du pouvoir, hein? L'alternance du pouvoir. L'alternance du pouvoir. Et vous avez aussi ce qu'on appelle ici le multipartisme. Le multipartisme. Le multipartisme. Autre principe démocratique, vous avez ici la victoire de la majorité, le respect de la minorité, respect de la minorité, et etc. Vous aurez plusieurs principes démocratiques, mais les plus essentiels, c'est ce que vous voyez au tableau ici. Donc, après l'existence et l'application des principes démocratiques, vous avez aussi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça c'est le deuxième point, la bonne gouvernance. Vous avez ici la bonne gouvernance. Alors, cette bonne gouvernance, vous avez vu déjà dans les classes antérieures, vous avez vu au début du programme, au niveau du chapitre 1, ce qu'on appelle les causes acteurs du sous-développement. Et dans les causes acteurs du sous-développement, vous avez vu les causes internes qu'on appelle la malgouvernance.
Alors, le contraire de cette malgouvernance-là, on peut appeler comment? La bonne gouvernance. L'idée est venue des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale dans les années 90, pour classer un certain nombre de pays qui peuvent avoir des notes meilleures et les notes qui sont faibles. Quand vous avez des très bonnes notes, on vous dit que vous êtes un très bon élève. Vous avez des mauvaises notes, on vous dit que vous êtes un mauvais élève. Donc, ici, à ce niveau, au niveau de la notation des faits de la Banque mondiale, vous avez les pays qui sont rangés dans le cadre de la malgouvernance et il y a des pays qui sont rangés dans le cadre de la bonne gouvernance. Donc, si vous avez des bonnes notes, on vous dit bon élève de la Banque mondiale ou mauvais élève de la Banque mondiale. Donc, au niveau de la bonne gouvernance, vous savez, il y a le terme gouvernance. Mais par définition, c'est quoi la bonne gouvernance? Par définition, on dit que la bonne gouvernance n'est autre que est une gestion saine, ou bien on peut dire est une utilisation rationnelle et équitable des ressources publiques. Les ressources publiques. Donc, utilisation rationnelle et équitable des ressources dont dispose un État. On appelle ici la bonne gouvernance. Mais cette bonne gouvernance-là, se reconnaît comment? Quelles sont les caractéristiques d'une bonne gouvernance? Prenons ici les caractéristiques d'une bonne gouvernance. Alors, on peut dire ici, quand on parle d'une bonne gouvernance, chers élèves, ça c'est déjà qu'on parle d'une gestion propre des ressources publiques. Alors, donc, les caractéristiques de la bonne gouvernance, vous avez en première position ici la transparence. La transparence. Après la transparence, vous avez la mise en place d'une justice. La justice. Vous avez l'égalité. Vous avez l'équité. Et vous avez la promotion des compétences. La promotion des compétences, que certains appellent aujourd'hui la méritocratie. Donc, mes chers élèves, voici entre autres ce qui devait être ici les préalables pour un développement véritable. Alors, le cours, nous voici au terme de ce cours. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nous serons à vos dispositions pour répondre à vos inquiétudes.